Première série d'enseignements que l'on peut tirer de ces analyses concernant la commune de Bretignolles-sur-Mer. Pour cette commune, il y a 3 nouvelles, une mauvaise et 2 bonnes. Commençons par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, bien entendu, c'est que les prix de l'immobilier ont flambé depuis 2017 dans la commune et hypothèquent très sérieusement la possibilité pour les jeunes ménages de pouvoir s'y installer à l'avenir. D'ailleurs, la population de moins de 45 ans avait déjà commencé à baisser entre 2012 et 2017 dans la commune, selon les données des recensements de l'INSEE, moins 4% sur la période, et cette baisse va probablement s'accentuer dans les années à venir compte tenu des prix de l'immobilier. Le nombre de naissances dans la commune était lui déjà sur une pente très inquiétante. On est passé de 40 naissances environ en 2008 à une vingtaine en 2018. Il y a eu un sursaut de natalité en 2019, 35 naissances, probablement dû à un programme communal d'aide au logement, mais la pente globale est très mauvaise et malheureusement, compte tenu des prix de l'immobilier, le déclin va probablement se poursuivre dans les années à venir. Et maintenant les bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, c'est qu'on est au courant pratiquement en temps réel de la situation démographique dans les communes, et donc en particulier à Bretignolles-sur-Mer, grâce aux bases de données sur la natalité et sur les prix de l'immobilier qui sont mises à jour annuellement. Et donc on n'a pas besoin, comme par le passé, d'attendre plusieurs années pour constater les dégâts, sachant que les données du prochain recensement de l'INSEE ne seront publiées qu'en 2025. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 4 ans pour Bretignolles-sur-Mer pour prendre des mesures pour tenter d'enrayer son déclin démographique, même si ça sera compliqué compte tenu du niveau des prix de l'immobilier en 2021. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en abandonnant définitivement son projet de port de plaisance, Bretignolles-sur-Mer laisse une chance à ses enfants de pouvoir s'installer un jour sur la commune où ils sont nés, ce qui ne sera définitivement et absolument pas le cas si un port de plaisance y est construit. Par ailleurs, si Bretignolles a besoin de rentrées financières pour combler certaines de ses dépenses déjà engagées, il serait beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et socialement beaucoup plus juste de mettre en place une surtaxe sur les plus-values immobilières des résidences secondaires dans la mesure où les dispositions juridiques existent, puisqu'on peut montrer assez facilement qu'au moins 2/3 des transactions sur cette commune sont dues à des résidences secondaires et que les plus-values actuellement, ils seront probablement de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Ce constat concernant l'impact d'un port de plaisance sur la démographie des villes du littoral n'est évidemment pas très favorable à l'industrie de la plaisance, mais celle-ci n'a pas attendu pour prospérer qu'il y ait de nouveaux ports de plaisance qui se construisent en France, puisque le dernier doit dater d'au moins une vingtaine d'années. Néanmoins, la plupart des villes du littoral atlantique sont à des niveaux de prix immobiliers extrêmement élevés qui les ont mises au bord du précipice concernant la démographie de leurs classes les plus jeunes. Donc aucune ville, petite ou moyenne, au moins sur le littoral atlantique, n'est en mesure d'accueillir de nouveaux ports de plaisance. D'autre part, l'opinion publique n'est plus du tout disposée à laisser détruire des sites naturels pour y implanter de nouvelles activités, que ce soit des ports de plaisance ou autres. Donc, constat évident, il n'y aura pas dans l'avenir de ports de plaisance construits au moins sur la côte atlantique. Dans ces conditions, comment alors peut-on aborder le problème des listes d'attente qui concernent la plupart des ports de plaisance et qui sont un manque à gagner évident pour l'industrie de la plaisance et ne font évidemment que des mécontents? Quelles seraient alors les solutions pour ces listes d'attente? Les plaisanciers inscrits sur les listes d'attente dans les ports de plaisance représentent, selon les ports, de 15 à 25% des places. On ne doit pas prétendre ici, évidemment, résoudre ce problème très ancien en quelques minutes, ni apprendre leur métier aux gestionnaires de ports de plaisance, mais simplement suggérer une piste, parmi sans doute bien d'autres, qui, semble-t-il, n'a pas été beaucoup explorée, celle du partage des places dans les ports de plaisance. On est à une époque où l'on partage sa voiture avec le covoiturage.
On partage son logement depuis longtemps, on partage toutes sortes de biens. Il n'y a donc aucune raison que ce concept ne soit pas étendu aux places dans les ports de plaisance, concept qu'on pourrait appeler par exemple le copontage et qui serait une sorte de statut hybride entre le ponton visiteur et le ponton à l'année, qui consisterait tout simplement à allouer plus de bateaux qu'il n'y a de place dans le port, ou tout simplement à louer pour un groupe de places plus de bateaux qu'il n'y a de place dans ce groupe. À charge évidemment aux gestionnaires de ports de plaisance d'organiser la rotation des bateaux et le retrait et stockage temporaire des bateaux inutilisés afin que les plaisanciers qui utilisent leurs bateaux puissent disposer du ponton. En 2014, un comptage dans le port de Saint-Malo a montré qu'au cours de l'année, 45% des bateaux n'étaient pas sortis et que ceux qui étaient sortis très peu, 4 ou 5 jours en moyenne. On peut donc extrapoler, puisque le port de Saint-Malo est l'un des ports les plus utilisés de France, que la proportion de bateaux qui ne sortent pas au cours de l'année est largement supérieure à 50% dans les ports de l'Atlantique. Et donc on voit qu'il y a forcément, compte tenu de ce chiffre, une possibilité importante de partage des places dans les ports de plaisance. C'est un concept qui permettrait financièrement d'être avantageux à la fois aux plaisanciers et aux ports, puisque le plaisancier qui accepte de partager sa place paierait moins cher sa place évidemment, et le port pourrait gagner de 10 à 15% de clients supplémentaires à terme. C'est également surtout un concept qui peut être étendu à tous les ports de plaisance et qui aurait un réel impact sur l'industrie nautique, ce que n'a pas la construction d'un port de plaisance qui ne concerne de toute façon que quelques centaines de bateaux. On l'a vu, les prix sur le littoral atlantique ont atteint de tels niveaux que les jeunes ménages ne peuvent plus s'y loger et la situation est particulièrement critique dans les villes portuaires. Une statistique édifiante à ce propos: si le littoral atlantique entre Hendaye et l'estuaire de la Seine était un pays, il compterait 2,6 millions d'habitants et il serait tout simplement le pays au monde où le taux de natalité est le plus faible. Un taux de natalité de 7 pour 1000, alors que la moyenne française tourne autour de 11,5 pour 1000, et un taux de natalité plus bas que celui observé dans les pays réputés pour avoir peu de naissances, les pays d'Europe centrale, où ce taux tourne autour de 8,5 pour 1000. Situation qui en général commence par un engrenage infernal, fermeture des écoles, puis fermeture des commerces, puis en hausse du chômage, et une fois que cet engrenage est lancé, on ne l'arrête plus. On peut rajouter à ce tableau une perte évidente de l'identité des communes littorales. Quelle identité pourrait avoir une commune où il n'y a plus de naissance et où le ticket d'entrée est actuellement à 400 000 € si on inclut les frais et les intérêts bancaires. Depuis 40 ans, on n'a pas trouvé ou on n'a pas voulu trouver d'antidote à la spéculation immobilière sur le littoral et à la hausse des prix de l'immobilier. Depuis 40 ans, on feint d'ignorer que les initiatives économiques liées au tourisme, dont fait partie la construction d'un port de plaisance, ont un impact très fort sur les prix de l'immobilier et donc un impact très fort sur le budget des ménages qui habitent sur le littoral. C'est une situation qui ne peut plus durer et qui, de plus, est une situation complètement contre-productive puisque tous les ans, il y a d'énormes masses d'argent qui sont retirées de l'économie pour être consacrées simplement aux emprunts immobiliers. Par exemple, il faut sur le littoral de Saint-Gilles, Croix-de-Vie, actuellement de 5 à 6 000 € par an, en plus tous les ans pendant 20 ans, pour acquérir une maison de 120 mètres carrés par rapport à ce qu'il faudrait dans la région des Herbiers. Inutile d'être un très grand économiste pour constater que cela va avoir un impact pour l'économie locale. Bien entendu, la plupart des communes ont mis en place des programmes d'accès au logement subventionnés, mais qui seront limités dans le temps puisque les communes ont des réserves foncières limitées et des réserves financières limitées également, et qui de toute façon n'ont jamais compensé
la perte de population due aux hausses des prix de l'immobilier. Le sort de communes comme Jars-sur-Mer en Vendée, Arzon dans le Morbihan ou le Pouliguen en Loire-Atlantique, qui ont vu leur population des jeunes classes d'âge s'effondrer en quelques années, pourrait devenir le lot commun des communes du littoral atlantique, puisque les prix de l'immobilier n'y sont pas si éloignés de ceux observés lorsque ces effondrements ont eu lieu. En seulement 3 ou 4 ans depuis 2017, les propriétaires de résidences secondaires sur le littoral ont vu leur patrimoine augmenter de 100 à 150 000 euros, pendant que dans le même temps, les jeunes ménages souhaitant s'y installer ont vu, eux, leur fardeau financier s'alourdir de 4 à 5 000 euros par an pendant 20 ans au moins. Il n'y aura jamais aucune justification à ce que la plus-value immobilière indécente des uns soit le fardeau financier des autres étant systématiquement les enfants du littoral qui souhaiteront un jour s'installer dans la commune où ils sont nés. C'est donc un appel lancé aux élus des collectivités régionales, départementales, communales, quelle que soit leur couleur politique, afin qu'ils s'emparent du dossier, qu'ils s'attaquent au mal à la racine, pour pouvoir donner aux communes du littoral, si ça n'existe pas encore, les moyens de contrôler le marché de l'immobilier et en particulier le marché des résidences secondaires, qui est bien la source principale de ces fortes hausses de l'immobilier. Le but étant évidemment d'enrayer les hausses actuellement en cours et de mettre en place les conditions d'une baisse durable des prix jusqu'à des niveaux où les jeunes ménages qui ne sont pas propriétaires pourront acheter un logement. C'est également un choix d'avenir entre laisser les communautés du littoral à leur lente agonie qui dure depuis 20 ans ou donner une chance à ces communautés de pouvoir être revitalisées durablement.